Et en fait, si on limite l'individu douloureux à juste douloureux et non plus à individu, alors je pense qu'on manque un gros cadre de travail. Sans même traiter la douleur, on peut aider l'individu et ça, pour moi, c'est vraiment un truc hyper important. Je veux dire, voilà, pour des charges aussi, insignifiantes. Là, on va arrêter de débattre, c'est pour faire son lacet, c'est bon, tu peux te pencher en avant quand même, c'est prévu pour. Et in fine, depuis que j'ai arrêté le libéral, je me sens libre. Celui qui ne sait pas, se satisfaire de ce qu'il a aujourd'hui n'arrivera pas plus à satisfaire de ce qu'il aura demain. Hey, salut à tous, je suis super heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Couly, qui est aussi connu sous le nom de Cerveau Musclé sur Instagram, et qui a une affinité particulière pour tout ce qui est douleurs persistantes et facteurs psychosociaux. Alors forcément, aujourd'hui, on va parler de douleurs persistantes, de facteurs psychosociaux, mais on abordera aussi des thématiques qui sortent un petit peu des sentiers battus, que ce soit la place de l'intelligence artificielle pour les kinés en 2024 et son éventuel danger, mais également du débat, du dilemme entre être plutôt kiné salarié ou kiné indépendant. Allez, je vous retiens pas plus longtemps et je vous souhaite un très très bon épisode. Ah, et avant que l'épisode commence, petit rappel sur ce qu'est Entendons. C'est simplement un podcast que tu vas pouvoir retrouver sur différentes plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, même YouTube en format vidéo, et qui a pour but au final de te partager des échanges entre experts et expertes dans leur domaine sur des sujets divers et variés gravitant autour de la kiné, mais pas que. Mais sur ce, ne perdons pas une minute et place à l'épisode. Let's go. Et salut Antoine, écoute, merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouveau podcast sur Entendons. Avant qu'on commence le podcast, je te propose de te présenter un petit peu pour celles ou ceux qui ne te connaîtraient pas. Merci Augustin, pour l'invitation. Très content de pouvoir parler de plein de thématiques avec toi. Donc pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Antoine, je suis kiné depuis, 7 ans. J'étais jusqu'alors en libéral, maintenant je passe en salarié en service, d'oncologie. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai aussi un master 2 en psychologie contrôle moteur, 2018. J'ai coécrit un livre avec Olivia Ferrand, donc Touch of Science, aux éditions Mmh. Flammarion, tiens-toi droit. Mmh. J'ai également été, formateur en école de kiné. Je suis formateur en formation continue avec, Physio Learning et je crois que c'est déjà pas mal. Et puis j'ai un compte Instagram du coup de vulgarisation sur les réseaux Ouais, sociaux. ouais, qui est cerveau musclé, qu'on peut te C'est ça. retrouver. Bon, après, à mon avis, ceux qui nous écoutent là te connaîtront déjà ou auront déjà entendu parler de toi, mais on mettra ton lien dans la description. Mais c'est intéressant parce qu'au final, aujourd'hui, avec toi, j'aurais aimé qu'on parle un petit peu de plein de petits sujets, notamment tout ce qui est un peu douleur chronique ou en tout cas persistante, comme on dit plus maintenant, et tous les aspects psychologiques qui gravitent autour. Et la première chose que j'ai envie de discuter avec toi, c'est comment t'en es venu, toi, à t'intéresser et même à co-développer, comme tu as dit, donc le livre Tiens-toi. Ouais, c'est ça, hein, Tiens-toi. Ah non, c'est une formation basée, c'est ça. Tiens-toi J'avais noté, alors, oui. il y a le livre Ouais, Tiens-toi ça fait trop de droit et puis il y trucs. a une formation, ouais. Ouais, tu vois, j'avais noté, mais ça fait trop de trucs. Donc, comment t'en es venu au final à co-développer avec, Catherine la psy, C'est une ça. formation basée sur ces facteurs psychologiques, et sur la douleur et au final, en quoi ces facteurs psychologiques sont concrètement, impactants et cruciaux dans nos prises en charge kiné? Ça fait une longue question, mais C'est bon, j'ai les éléments de réponse. incroyable. Et alors, bah, si pour la petite histoire, c'est que, quand j'étais, plus jeune, moi je voulais devenir psychiatre. Ah ouais. Donc, la psychologie, c'était un truc déjà qui me branchait pas mal au lycée. J'avais lu, quelques bouquins, sur les TCC, sur l'entretien motivationnel. Bon, je savais pas encore tout TCC, à ch les c'est quoi? thérapies TCC? OK. cognitivo-comportementales, Comme ça, ceux qui nous écoutent peuvent, bien sûr. comprendre aussi. OK. Et bon, je j'étais pas au courant de tous ces labels et cetera, mais je trouvais ça hyper intéressant, que si on s'intéressait vraiment à ce que sont les gens, eh bien, Ouais. déjà, ça donnait pas mal de fenêtres, pour éventuellement les aider s'ils voulaient, s'ils en avaient besoin, si c'était dans les compétences et cetera. Mmh. Donc par la force des choses, je suis devenu kiné, sans regret. Et c'est toujours un truc qui m'a parlé, en fait, au niveau psy. C'est parce que c'est vrai que quand on commence la formation, on nous présente beaucoup le biomécanique, l'anatomie et cetera. Mmh. Et quand j'ai été confronté à des patients dans mes premiers stages, je me suis dit: «Mais ils viennent pas qu'avec une douleur, qu'avec, une épaule cassée ou des trucs comme ça. Ils viennent aussi avec un background, avec des objectifs, avec leurs croyances, avec leurs valeurs et cetera».
Mmh Et mh. c'est vrai que, vis-à-vis de la douleur, parfois on peut aider les gens à avoir moins mal, c'est vrai. Parfois c'est plus Mmh. compliqué. Et en fait, si on limite l'individu douloureux à juste douloureux et non plus à individu, alors je pense Mmh. qu'on manque un gros cadre de Mmh. travail. En expliquant très simplement, c'est que, un individu douloureux, il vient nous consulter pour 2 choses. Parce qu'il a mal et que cette sensation est désagréable et donc c'est effectivement, très pénible, hein, de vivre avec de la douleur et également Mmh. parce que la douleur l'empêche, de faire plein de choses ou de Ouais. prendre du plaisir dans les choses qu'il faisait et qu'il fait. Du coup, pourquoi j'ai voulu créer cette formation avec, Catherine? Bon, parce que déjà Catherine est psychologue, donc ça aide et qu'elle a un intérêt aussi par rapport à la douleur. Donc ça, c'était Ouais. intéressant et c'était aussi pour dire au kiné, voilà, on a plein de cadres de réflexion qui sont possibles. Je pense par exemple à McKenzie, je pense, même à une approche très biomécanique et cetera, qui sont pas des approches fausses ou moins bonnes du tout, mais ce Mmh. sont différentes approches et ça, c'est quand même chouette de pouvoir se dire: «Bah, tiens, peut-être que pour tel patient, je devrais un peu changer mon cadre réflexif» et du coup, en prenant plus en compte, certains facteurs, psycho, c'était de se dire: «OK, l'individu, sûrement que je peux l'aider pour sa douleur ou sa fonction, mais c'est surtout qui j'ai en face de moi. Qu'est-ce qu'il aimerait faire et qu'est-ce qu'il peut pas faire actuellement et comment éventuellement je peux l'aider à, revoir ses activités pour les adapter et cetera et cetera. Et ça, je trouve ça hyper pertinent parce que sans même traiter la douleur, on peut aider Mmh. l'individu et ça, pour moi, Ouais. c'est vraiment un truc hyper important. Ouais. Ouais, c'est ça et au final, si tu avais des facteurs psychologiques comme ça, que tu peux repérer chez les patients, quels seraient-ils? Par exemple, pour les gens qui nous écoutent, qui se diraient: «OK, et qu'est-ce que je dois regarder au final, ou qu'est-ce que je peux regarder ou qu'est-ce qui doit peut-être me mettre même la puce à l'oreille?» OK. Je pense déjà qu'en tant que kiné, on a un vrai screenage à faire au niveau, enfin screenage, un vrai triage à faire au niveau dépression, anxiété. Donc Ouais. pouvoir reconnaître des symptômes de dépression et d'anxiété, pas pour les traiter du tout, mais pour se dire: «OK, Ouais. l'individu que j'ai en face de moi, il est en souffrance importante, quoi». Donc ça, pour moi, c'est important, et ensuite dans les facteurs psycho qui vont plus nous concerner en tant que kiné, donc on va avoir tout ce qui est, croyances et comportements de peur-évitement, qui sont souvent décriés, souvent dites: «Ouais, c'est pas bien d'avoir de la peur-évitement». Bah, à nuancer et à contextualiser. Par exemple, si c'est une fracture au niveau du pied, si le mec il évite de poser son pied, c'est peut-être pas mal comme, stratégie de Ouais. peur-évitement. Par contre, Ouais. effectivement, si c'est, bon classique, hein, un mal de dos et que, quand il se penche en avant, ça lui fait très, très mal et qu'il évite de se pencher en avant, moi je trouve Mmh. ça pas complètement con. En fait, tu te penches en avant, tu as mal, tu évites de le faire. Bon, bah, ça me paraît très humain et très logique et notre Ouais. but, c'est que justement, il puisse y arriver sans avoir mal. Et Mmh. surtout de voir est-ce que, bah, pour lui, qu'est-ce que ça veut dire, s'il a mal? Est-ce que ça veut dire qu'il est en train de se détériorer le dos? Est-ce que ça veut juste dire que, bah, ça me fait mal donc j'évite de le faire, mais je suis tout à fait confiant? Donc Mmh. c'est bon, c'est une formation qui dure 9 heures, donc c'est pas C'est facile ça. forcément en un podcast de tout raconter, Ouais. mais dans Ouais. l'idée, c'est un peu ça, c'est identifier, pourquoi il y a du peur-évitement. Est-ce que c'est Ouais. pertinent d'agir dessus? Pas toujours. Mmh. Et surtout dans quelle démarche, je veux traiter ça? Est-ce que je traiterai ça parce qu'il y a un truc qui déconne et donc il faut que je le traite? Je sais pas, moi, c'est pas trop mon Mmh. truc, mais après chacun, voilà, je dis pas que c'est la Ouais. bonne façon, encore une fois. Moi, je dirais plutôt: «OK, est-ce que ça limite dans certaines activités? Est-ce qu'il y a des activités, du coup, qu'il aimerait reprendre et qui sont limitées à cause de ça?» Auquel cas, Mmh. effectivement, il faudrait travailler dessus. Après, un autre truc qu'on peut, regarder, c'est tout ce qui est catastrophisme aussi. Donc Mmh. catastrophisme où le patient risque de ruminer, donc de penser tout le temps à sa douleur. Là, pour nous, d'agir dessus, c'est pas facile. Ouais. Le patient peut aussi faire de l'amplification, donc c'est-à-dire, penser que sa douleur est vraiment liée à un truc très grave et cetera. Donc peut-être un peu d'éducation en sciences de la douleur peut être utile, avec parcimonie Mmh. néanmoins. Et également, de se dire que de toute façon, ma douleur, il y a rien, y a voilà, on peut rien y faire et cetera. Et là, pareil, de donner des nouvelles, comment dire? Un nouveau cadre réflexif au patient, donc c'est-à-dire, je sais pas moi, par exemple, faire de la thérapie manuelle, de diminuer rapidement la douleur du patient, si ça marche, ou, de Mmh. l'exercice aérobie, de l'exercice anaérobie, enfin bref, tout ce qui pourrait modifier sa douleur et comme ça, il se rend compte que, ah bah, effectivement, peut-être qu'on peut y faire quelque chose. Peut-être.
Donc ça, Ouais. c'est intéressant aussi au niveau du catastrophisme. On peut renforcer aussi tout ce qui est sentiment d'auto-efficacité face à la douleur, donc c'est-à-dire: «J'ai mal, mais je sais que je peux le faire parce que c'est safe, parce que Mmh. je suis pas en train de m'abîmer plus, parce que» plein de raisons. Ouais. Donc ça, c'est aussi hyper important, du coup, de redonner confiance, au patient, confiance en lui-même. Ouais. On peut aussi voir au niveau des stratégies de coping, hein, qu'il utilise. Est-ce qu'elles sont toutes bien adaptées? Est-ce qu'il y en a certaines qui sont, bah, au final, plutôt limitantes et cetera? Enfin, voilà, on a Ouais. toutes ces choses sur lesquelles on peut travailler et du coup, là, ce qui est sympa, c'est qu'on parle pas du tout de biomécanique. On parle uniquement Ouais, on sort de d'adaptation, ça, ouais. ouais, d'adaptation de l'individu par rapport à son expérience douloureuse et nous, on propose justement une nouvelle expérience par rapport à la douleur et ça, c'est intéressant, je trouve. Enfin, c'est Ouais. un autre cadre et qui peut-être, là, j'ai pas de référence, j'ai pas de source pour affirmer ça, mais qui peut être Oh! plus ad qui peut être plus adapté pour, certains phénotypages de patients. Ouais, et quand tu dis, ETP, enfin donc l'éducation à la douleur avec parcimonie, tu sous-entends quoi? C'est que parfois on éduque trop nos patients alors qu'ils en auraient peut-être pas besoin à ce point-là? Parce que je sais que c'est un débat qui à un moment fait, rage, pas rage, mais c'est le seul mot que j'ai trouvé sur les réseaux, heu, en mode OK, on a tendance parfois à suréduquer des patients en leur expliquant des notions, mais hyper dans les détails alors que chez tous les patients n'en ont peut-être pas forcément besoin, et jusqu'à quel point ça complexifie pas le tableau clinique pour le patient, enfin la situation clinique pour le patient. C'est quoi ton avis toi, là-dessus? Bah, c'est un peu le même avis que toi du coup, parce qu'il y Ouais. a eu une vague, d'essais cliniques sur, l'éducation aux neurosciences de la douleur. «Ah c'est Mmh mh. super, ça marche super bien, il faut en faire tout le temps», OK. Et puis on a eu une méta, il y a peut-être 1 an ou 2 je crois, un truc comme ça, 2 ans, Mmh. qui disait, Ouais. «Ouais, c'est peut-être pas si incroyable que ça en fait, hein» et les essais Mmh. sont pas Ouais, forcément bien menés et cetera. Donc au ouais. niveau, littérature, c'est coup-ci coup-ça et au niveau expérience perso, je dirais: «Attention». Parce que, par exemple, quelqu'un qui rumine ou qui est dans l'amplification et cetera, si on lui explique que, c'est sa moelle qui est trop excitée, ses nerfs, ses nocicepteurs qui sont trop excités, si c'est son cerveau, qui a Mmh. une plasticité et cetera, il ça peut l'inquiéter encore plus dans le sens où: «Ah ouais, c'est carrément mon cerveau qui déconne». Ouais, Ça c'est m'est ça. arrivé Mmh. plusieurs fois d'avoir des patients qui me répondent: «Ah mais en fait, vous me dites que c'est mon cerveau qui déconne». Ouais, Non, c'est pas ce que je vous ai expliqué, mais c'est ce qu'il a ouais, entendu, donc ouais, problème. Donc ouais. attention vraiment par rapport à ça, bien s'assurer que ça peut être utile, pour le patient. Par exemple, c'est vrai que si un Mmh. patient se dit, «Ouais, quand je me penche en avant, ça me fait mal, je suis sûr que c'est mes ligaments qui vont péter et cetera». Peut-être lui dire: «Bah, en Mmh. fait non, c'est peut-être juste une structure qui est très irritée, et qui est pas en train de se détériorer, mais en fait, elle est tellement sensible que dès qu'on va la titiller, boum, elle balance des signaux, d'alarme pour dire: Mmh. «Stop». Ouais, Peut-être que des approches plus soft comme celle-ci, sont peut-être mieux, j'en sais rien. ouais. Mais c'est vrai que de rentrer dans le détail de, qu'est-ce que la nociception, comment ça marche, les différentes portes d'inhibition tout le long du chemin et cetera. Je sais pas si c'est utile. Moi, Ouais. j'étais à fond pendant un temps sur la hype, Pareil, éducation aux pareil. neurosciences de la douleur, mais force est de constater que Mmh. cliniquement, j'ai pas Ouais, l'impression que le résultat était vraiment là, quoi. ouais. Mais et quelque chose que je trouve pas évident non plus dans toute cette histoire d'éducation, c'est, tu vois, le patient, il vient, première séance, bah, il veut aller mieux le plus vite possible, et j'ai l'impression que c'est quand même des choses qui doivent se mettre en place aussi petit à petit, qu'on peut pas tout faire à la première séance, et je me demande comment, au final, toi, tu vois les choses à ce niveau-là? Comment organiser une première séance? Alors, je sais pas si c'est développable ici sur un podcast, c'est un peu spontané ici comme question, mais voilà, il y a le patient, il est en souffrance. Est-ce qu'on a le temps en une séance de screener, tout ce qu'on a dit avant? Sinon, comment est-ce on peut procéder de façon, on va dire, schématique, hein? Bah, je pense que le plus simple, c'est de faire des premières séances d'1 heure, comme ça tu as le temps effectivement de faire une Mmh. anamnèse, un interrogatoire, un bilan assez complet et puis déjà de commencer Ouais, quelque chose. Enfin, de ouais, commencer quelque chose. Tu as déjà commencé avec le bilan, mais pour le patient, ouais. voilà, du concret. En Mmh. une demi-heure, c'est vrai que c'est pas forcément, évident et même de choper, tout le pattern de pensée du patient en une séance, Ouais, c'est quasiment c'est dur. impossible. Ouais, Donc pour des patients qui, globalement, ont l'air d'aller bien, ils viennent pour une problématique donnée, mais sans plus d'inquiétude, bon, ça peut être,
moins complexes. Mmh. Pour les patients où c'est compliqué, où, il y a des douleurs persistantes depuis pas mal de temps et cetera, moi, j'aime bien juste leur dire: «OK, écoutez, c'est la première fois qu'on se rencontre. Je Mmh. sais pas ce que vous attendez de cette séance. Mmh. J'aimerais bien d'ailleurs que vous me disiez qu'est-ce que vous en attendez. Moi, je vais vous dire ce que j'attends de cette séance, c'est déjà vous connaître un peu plus pour justement après élaborer une stratégie de Mmh. traitement, voilà, que je vais Ouais. vous, dont je vais vous parler et vous allez me dire si ça vous semble cohérent ou pas. Déjà de briser un peu la glace comme ça évite, des mauvaises surprises pour les patients. Ouais. Moi, je me souviens d'un exemple très simple, c'était, en janvier 2023 Ça t'a où une marqué? ouais, mais ça m'a marqué parce qu'une patiente Mmh. effectivement, je fais tout le bilan bien, machin et cetera et je lui dis: «Bon, bah, voilà, OK, good, pour cette fois». Mmh. «Ah bon, vous me faites rien?» Bon, dans ma tête, tu sais, je me dis: «Alors attends, je t'ai posé 10 000 questions, on a évalué les red flags, machin», mais ils sont pas dans notre tête, ils sont pas à notre place et quand tu es patient, bah, tu veux que ça aille mieux tout de suite, quoi et C'est c'est ça. légitime d'ailleurs, hein. Ouais. Mais c'est pour ça que de communiquer en amont, je pense Mmh. que c'est pas mal pour justement éviter un flou, pour éviter un malentendu, pour éviter plein de choses. Mmh. Ouais. Maintenant, rien n'empêche quand même de pourquoi pas de faire, certaines techniques, je sais pas moi, de thérapie manuelle ou d'exercice, pourquoi pas et peut-être de Mmh. revenir sur certaines infos plus tard. Moi, ça me choque pas. Il est Mmh. marqué nulle part qu'on doit avoir absolument toutes les infos, du patient en première séance. Ouais. Peut-être que les infos vitales, par contre, ce sont tout ce qui est drapeau rouge et est-ce que c'est pour moi ou est-ce que voilà, c'est pas du tout pour moi. Ça, je pense Mmh. qu'effectivement, c'est très important en première séance. Ouais. Pour le reste, sur les facteurs psycho et cetera, bah, ça peut venir peut-être plus progressivement. C'est pas une obligation de les avoir tout de suite. Donc Ouais, à c'est vrai. voir, c'est vraiment, effectivement patient dépendant. Ça dépend aussi de est-ce qu'on a, clarifié le truc avec le patient, lui qu'est-ce qu'il attend, enfin bref. Bon Mmh. globalement, je Ouais. dirais que j'ai pas eu trop de soucis, hein, quand je faisais mes Mmh. longs interrogatoires, mes longues anamnèses, aux patients, la plupart étaient tout à fait OK et contents avec ça. Mais pour Mmh. éviter, voilà, certaines déconvenues, je pense qu'effectivement communiquer en amont reste, la voie diplomatique, privilégiée. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais on parlait de situations un petit peu difficiles. Je pense qu'on a tous et toutes vécu déjà cette situation que je vais te dire ici. C'est pour un peu embrayer sur tout ce qui est psychologique et l'attitude même à avoir par rapport à ça. J'ai déjà eu quelques fois des patients qui se mettaient à pleurer devant moi, tu vois? Pour X ou Y raison, que ce soit à cause, d'une douleur qui persiste ou même parfois dans l'anamnèse, tu poses une question, et en fait, ça déclenche quelque chose d'émotif chez eux, enfin bref. Et d'autant plus quand c'est la première séance, Mmh. ça c'est déjà arrivé aussi, où tu as pas encore vraiment ce rapport avec le patient. Comment, au final, et je me pose chaque fois la question, quelle serait la meilleure façon de réagir? Et s'il y en a une évidemment, face à un patient qui pleure devant nous? Parce que je me dis, on oscille toujours entre allez, moi, si j'ai un ami qui pleure devant moi, j'ai envie de le prendre dans les bras et de lui faire: «Allez, t'inquiète, ça va aller». Mais tu vas pas faire enfin, moi, je me vois pas spécialement faire ça, avec un patient directement, ou en tout cas, je l'ai jamais fait. Mais du coup, d'un côté, est-ce que du coup, on reste hyper froid, enfin pas froid, mais tu vois, distant, enfin bon, bref, je pense que tu as compris. Toi, comment tu vois les choses à ce niveau-là? Et ouais, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Bah, effectivement, tu as des distances, sociales physiques, hein. Avec un ami, tu vas être plus proche, avec un inconnu, beaucoup Ouais. moins, c'est normal, c'est humain. Mmh. Effectivement, si un patient pleure en première séance, hem, moi je dis juste que, écoutez, il y a pas de problème. Enfin vraiment, allez-y, c'est Mmh. mieux dehors que dedans. Heu, mais comme ça, moi, ça me permet aussi de noter à quel point, cet événement, cette question, à quel point Mmh. ça vous a marqué, en tout cas émotionnellement. Donc allez-y et ce serait intéressant, si vous voulez, si vous êtes d'accord et si vous en avez envie, que peut-être qu'on parle de ça aussi ou qu'on prenne ça en compte et cetera. Mmh. Par exemple, moi, je me souviens d'une patiente, qui est première séance, qui était arrivée, toute, gaie, toute, souriante et cetera. C'était pour une aponevrosite plantaire, je crois, c'était il y a plus de 2 ans. Mmh. Qui arrivait, tout va bien, bon, j'ai juste le pied qui me fait mal et cetera et qui effectivement, au bout de 10 minutes, a commencé à s'effondrer en larmes parce qu'on avait évoqué si elle allait bien, comment elle allait et cetera. En fait, elle allait pas bien du tout parce qu'elle arrivait pas à encaisser le décès de son papa Ouais. et peut-être que lui dire, «Si vous avez besoin d'en parler», je sais pas si c'est hyper approprié, tu vois? Mmh. Mais juste lui dire: «OK, allez-y, j'entends que c'est un voilà, je vois que c'est un événement difficile pour vous.
Ici, vous êtes voilà, vous pouvez tout à fait, lâcher vos émotions, il y aura pas de jugement et cetera. Je pense que c'est cool Mmh. pour les gens de se dire: «OK, le gars, il est pas en train de me juger, je suis pas en train de lui faire perdre du temps, faut vite que je sèche mes larmes. Non, non, il me laisse le temps de m'exprimer émotionnellement» et je crois que Mmh. c'est déjà pas mal, tu sais? Ouais, Hem, ça suffit, enfin, ouais, à mon sens, ça suffit. Au ouais, c'est milieu d'un ça. cadre safe, le patient peut se lâcher, super, quoi. Mmh. Ouais, mais j'ai toujours trouvé ça fascinant que les patients ou que certains patients se lâchent comme ça, devant a priori un inconnu. Mais je trouve ça beau, mais du coup, ça m'a toujours impressionné parce que moi, ça m'est pas arrivé. Bon, après, j'ai jamais été chez le kiné de ma vie. C'est un peu le gars, il est kiné, mais il a Tant mieux, jamais été chez le tant kiné. mieux, tant Ouais, mieux. c'est ça. Mais du coup, je me suis toujours demandé, parce que je pense pas que ces gens-là craquent comme ça, peut-être devant leur médecin et cetera, ou peut-être pas tout le temps, enfin, tu vois? Qu'est-ce qui fait que les patients craquent peut-être plus facilement? Est-ce que c'est parce qu'on a plus de temps de séance au final? Est-ce que c'est l'aura que peut-être certains ont ou pas, ils se sentent en confiance? Je sais pas. Enfin voilà, ça c'est une question ouverte, mais je me suis toujours demandé. Mais je pense que c'est sûr parce que, chez quelqu'un chez qui tu es pas à l'aise, qui t'expédie et cetera, tu auras même pas le temps, en fait. Mmh. Tu Ouais, auras même pas le temps de monter. Mais ouais. oui, 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 c'est que les gens, a priori, se sentent quand même suffisamment en confiance et à l'aise. Le cadre est neutre. Pour eux, on est Mmh. soignant, donc on est, parfaitement neutre. On n'est pas dans le jugement Mmh. et Ouais, c'est bien de leur montrer qu'effectivement on ne l'est pas. ouais. Ça va être important et Mmh. effectivement, c'est tout le monde ne va pas se lâcher en public, je suis malheureux, je suis triste, je pleure devant tout le monde pour des Mmh. histoires de culture, des histoires de fierté, des histoires d'ego et cetera. Mais face à un pro de Mmh. santé qui t'inspire confiance, qui a priori t'écoute et cetera, bon, bah, ton cerveau, il est en mode détente et c'est parti quoi, on se lâche et c'est très bien. Mmh. C'est très, très bien, parce que c'est aussi une façon de communiquer, hein et de montrer que, voilà, je suis face à quelqu'un qui est en souffrance, heu, Ouais. à moi de prendre l'information et de noter ça et de faire attention aussi par la suite aux triggers, quoi. Peut-être que je vais éviter, de parler de ses parents, peut-être que je vais éviter de parler, de paternalité, enfin, voilà. Ouais. C'est aussi une info importante, pour nous faire attention aussi derrière et pourquoi pas dans un Mmh. second temps de voir si la personne a besoin d'en parler avec, un professionnel et cetera et cetera. Ouais, et justement, j'en profite pour rebondir, c'est si on repère, un petit peu des choses chez nos patients qui suggèrent que ce serait bon peut-être qu'il aille consulter ou qu'elle aille consulter, Mmh. un autre professionnel de santé plus qualifié. Comment toi, dans ta pratique, tu amènes ça, auprès de tes patients, sans peut-être les «vexer» entre guillemets, sans qu'ils le comprennent en mode, «Ah mais ouais, je suis pas fou», enfin, parce que je pense certaines personnes peuvent mal prendre le fait qu'on leur conseille d'aller voir un autre Mmh. professionnel de santé, peut-être psychologue, psychiatre et cetera, enfin, et donc comment toi tu abordes ça avec tes patients quand ça arrive? Il y a un seul cas où c'est urgent, c'est quand le patient parle de suicide. Ouais, Donc là, ouais. il faut, si jamais un patient en parle, il faut vite élucider, certaines questions. Donc, est-ce que vous avez pensé au jour auquel vous pensez faire ça? Est-ce que vous avez pensé à la méthode? Il faut être à l'aise, Mmh. hein, avec ça. Ouais, Et auquel c'est cas, si la personne répond: «Oui, je sais quel jour et quelle méthode», là, il y a une urgence. ouais, Il y a ouais. une vraie urgence et lui dire: «Voilà, est-ce que vous en avez parlé avec un professionnel? Est-ce que vous comptez le faire?» Voilà, Mmh. là, c'est Ouais, là, on est sur du ressort presque légal où il y a une mise en danger de la mise vie en danger. d'autrui et du coup, ouais, il faut contacter au moins le médecin référent, enfin, faut faire quelque chose, clairement. Ouais. Hem, Dans le cas où c'est moins urgent, enfin moins Mmh mh. urgent, type dépression, anxiété, bon, ça reste des problèmes sérieux, mais moins moins urgent, il y a pas Ouais, d'urgence vitale contrairement. C'est ouais, pas la peine de précipiter à mon sens, hein, c'est pas la peine de précipiter le truc. ouais. Il faut déjà qu'il y ait une confiance mutuelle effectivement. S'il y a pas de confiance, Mmh mh. il y a plus de risques que ce soit mal pris effectivement. Mmh mh. Maintenant, il faut bien expliquer le truc, c'est-à-dire, moi effectivement, je pense comme vous qu'il y a quelque chose de précis au niveau de votre douleur. On a identifié telle et telle problématique sur lesquelles nous on peut travailler. Mmh mh. Néanmoins, vous me décrivez une situation où vous êtes pas bien pour X, Y, Z raison. Hem, est-ce que est-ce que vous avez déjà songé à en parler à quelqu'un ou pas?
et d'amener le truc gentiment, tu vois? Sans dire: «Il Mmh faut mh. aller consulter», mais est-ce que voilà, est-ce que tu as pensé en parler? Qu'est-ce que tu penses, que ça pourrait t'apporter d'en parler? Sans dire, Ouais. «Est-ce que vous pensez que ça serait bien d'en parler?» Tu vois? Tu vas pas Mmh mh. mettre une condition positive, c'est-à-dire, ouais, ce serait bien d'en parler. Est-ce que vous Ouais. pensez que ce serait bien d'en parler? Juste dire: qu'est-ce que ça pourrait vous faire selon vous d'en parler?» Mmh mh. Ou parfois ils vont te Et dire: si elle «Bon te non, dit bah, non? Ouais. voilà, bah, si elle dit non, OK». Bah, si tu veux, Ouais. on est personne pour dire aux gens: «Faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça». Ouais. Je suis pas Ouais, je son suis d'accord, père, ouais. je suis pas sa mère, je suis pas son représentant légal, voilà. Donc Ouais. moi mon boulot, Mmh c'est mh. de faire des suggestions, Mmh c'est mh. pas d'imposer, jamais. Ouais. Donc voilà, juste d'y arriver gentiment et effectivement de dire: «Bon, bah, est-ce que mon avis vous intéresse? Oui, je pense effectivement que, vu ce que vous me décrivez, peut-être que dans votre problématique entière, ça Mmh mh. pourrait être, une aide de plus. Voilà ce que Ouais. je peux en penser». Il y a pas d'obligation, toujours Mmh mh. rassurer là-dessus. Il y a vraiment pas d'obligation. Je vous ai Ouais. juste donné mon avis, ce que j'en pense. Voilà, à vous de voir. Ouais. Ouais, c'est ça, simple et amener le truc et pas et que la personne enfin que le patient se sente pas obligé ou que ce soit pas une injonction de notre part, parce que ça, je pense, ça peut du coup faire une réaction inverse, limite en mode, bah, non en fait, enfin ça Le peut pro l'éloigner même de ce il processus-là. y a beaucoup de gens qui ont du mal à dire non. Mmh mh. Un truc tout con, tu vois? Si tu demandes à la personne de se déshabiller, mais il y a rien d'obligatoire, vous avez le droit de refuser. Il va vouloir dire oui quand même parce que, bon, bah, je suis chez un médecin, Ouais. je suis chez un kiné, il a besoin, pour m'aider et cetera. Mmh mh. Ouais. Toujours insister C'est vrai. sur: «Mais vous avez vraiment le droit de dire non et vraiment je vais me débrouiller autrement, il y a aucun souci. Vraiment, vous avez le Mmh droit mh. de dire non». D'insister Ouais. là-dessus. Pour moi, c'est hyper important pour que la personne déjà soit à l'aise, pour respecter ça aussi, c'est important et qu'ils se disent: «OK, Mmh mh. non mais c'est vraiment quelqu'un, voilà, qui me veut pas de mal, qui veut m'aider et cetera». Parce qu'en première séance, tu sais jamais qui tu as en face de toi. Ouais. Tu sais pas si la personne elle a vécu des traumas avant, si, c'était quelqu'un qui a été battu, qui a été violé, qui a tu sais Ouais. rien Ouais, c'est et ça. c'est pas une question que tu poses: «Est-ce que vous avez été, violé dans votre vie? Est-ce qu'on vous a battu Faut quand vous être à étiez l'aise, môme?» hein. Ouais, Ah, faut être très à l'aise, voire, c'est voire un peu stupide. ouais, ouais, ouais. Donc faut faire vraiment attention et de préciser qu'il y a vraiment aucune obligation, qu'ils ont le droit de dire non Mmh. et même de reposer la question: «Est-ce que vous voulez toujours vous déshabiller?» Vraiment, encore une fois, on peut faire Mmh autrement, mh. il y a pas de souci, quoi. Donc Ouais, c'est ça. voilà, préciser ça aussi. OK. Et du coup, tu vois, là, on parle beaucoup d'aspect psy et cetera. Bah, on peut retomber aussi sur tout ce qui est douleur persistante, comme on en parlait au début du podcast. C'est souvent des types de douleurs qui sont un petit peu floues, je trouve, aux yeux des kinés, moi y compris honnêtement. Surtout quand j'ai commencé kiné, pour moi, la douleur chronique, je me disais: «OK, moi je peux rien faire pour eux», tu vois? Limite, je me disais, «Je vois pas trop, moi, à part des entorses et des machins». Enfin, j'avais une vision assez réductrice du truc. Et maintenant, beh, voilà, les années passant, on se rend compte aussi et même la littérature nous montre que on a ce rôle à jouer en tant que kiné dans les douleurs chroniques. Est-ce que toi, vu que je sais que tu aimes bien enfin, tu es à l'aise aussi avec tout ça, tu aurais des clés, voilà, grosso modo à suggérer aux kinés qui nous écoutent, pour prendre en charge au mieux ces douleurs chroniques? Alors je sais que ça mériterait, je pense, un podcast entier rien que sur ça. Mais voilà, l'idée, c'est toujours de déblayer un petit peu le terrain, donner des pistes et donner aussi de l'espoir, aux kinés en se disant: «Beh, OK, là aussi on peut avoir de l'utilité». Et je vais faire succinct, tu vas voir, c'est ouais, j'aime bien cette question. Déjà, faut pas tomber dans le rôle du sauveur. Ouais. Ça, c'est une Mmh. première erreur en se disant: «Oh là là, mais elle a mal, moi je vais régler ça, il y a pas de problème». Tranquille, Ouais. tranquille, tranquille. Vraiment, Mmh. faut se poser et se dire: «OK, qu'est-ce que je peux mobiliser?» La Mmh. deuxième et ça reprend ce qu'on disait au début, il y a l'individu douloureux et nous, Ouais. souvent, on voit que le douloureux. Il faut voir Mmh. l'individu. Je vais prendre un exemple et ça va parler, je pense. OK. Jusqu'à très récemment, avant mon arrêt d'activité libérale, j'avais une patiente, jeune, hein, une quarantaine d'années Mmh. et qui avait bon, on peut appeler ça un covid long, mais surtout un syndrome de fatigue chronique. C'est pas de la douleur, mais je pense que tout le monde va comprendre le parallèle. Ouais. Au niveau du syndrome de fatigue chronique, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines activités peuvent te faire cracher. Par exemple, si tu fais trop d'efforts physiques, et c'est pas un truc de fou, hein, c'est genre si tu as fait un peu trop de ménage dans la journée,
Le lendemain, Mmh. tu risques de te retrouver au lit pendant 24 heures parce que tu es cuit. Tu es juste Ah ouais? cuit et ça OK. ouais et ça, c'est un syndrome qui est assez terrible parce que tu peux pas vraiment prédire, est-ce que le lendemain tu vas te retrouver au lit ou pas. Plus après, tu as la tête qui tourne, tu as des troubles orthostatiques, enfin bref, c'est compliqué OK. et on a dans la littérature un outil, biologique, si je puis dire, qui est assez utile, c'est au niveau de la fréquence cardiaque, qui serait en fait plus ou moins un reflet de la dépense énergétique. Et il y a certains auteurs qui recommandent en gros de prendre la fréquence cardiaque max, de diviser, par 2 et de se dire: «Voilà, ça, sur les premières semaines, ça doit être la fréquence maximale tolérable par le patient». Donc par exemple, OK. elle, c'était, 110. Donc je lui disais: «Voilà, vous allez acheter un saturomètre et vous allez rester en dessous de 110». Et OK. ça manquait pas, hein, dès qu'elle était à 120 et cetera, boum, le lendemain, ça crachait. C'est Donc ouf. en intervention ouais, c'est assez incroyable, en intervention biologique, il y avait ça. En intervention centrée individu, c'était de voir quelles activités elle aimait faire et comment on Mmh. pouvait l'aider pour qu'elle continue d'en faire un maximum, tout en gérant vis-à-vis de la fréquence cardiaque. Donc par exemple, ça pouvait être, je sais pas moi, elle aimait bien cuisiner, bah, de cuisiner assis, de faire des pauses, peut-être de préparer une partie du plat à un moment et puis une autre partie du plat plus tard. Enfin bon, adaptation, OK. pacing, ils appellent ça. Mmh. Et si tu veux, le parallèle avec la douleur chronique est assez simple. Sur le pan douleur, il y a sûrement des interventions, biologiques qu'on peut faire. L'exercice, aérobie, anaérobie, résistance, Mmh. thérapie manuelle et cetera. Mais en n'oubliant pas qu'il y a un individu, donc c'est des activités Ouais. qu'il aime faire, comment on peut adapter les activités par rapport à la douleur et cetera et cetera. Quelles sont les croyances du patient par rapport à la douleur? Comment il pense que ça va s'améliorer? Comment ça achinte son système de valeurs et cetera et cetera. C'est le même parallèle, en fait. C'est-à-dire que oui, on va proposer des interventions, biologiques, si je puis dire, mais n'oublions pas Mmh. aussi les interventions un peu psychologiques. Par exemple, entre un exercice, qui fait un peu mal, un exercice qui fait pas mal, OK, pourquoi plutôt l'un, plutôt l'autre? On sait que l'exercice Mmh. qui fait un peu mal, ça peut augmenter l'auto-efficacité, la douleur. On sait qu'un exercice qui fait pas mal, bah, c'est aussi agréable pour le patient de bouger sans douleur. Est-ce qu'il y a du peur-évitement, sur lequel on peut s'attarder? Est-ce qu'il y a du catastrophisme qu'on doit repérer? Est-ce qu'on peut, travailler certains pans de ça? Est-ce qu'il y a des stratégies de coping qui sont mal adaptatives? Enfin, voilà, c'est un peu ce Mmh. qu'on a dit au début et donc mon conseil, ce serait simple, donc pas être le sauveur. Ouais. Numéro 2, considérer aussi l'individu par rapport à qui il est, ça c'est hyper important et comment Ouais. adapter certaines choses et numéro 3, Mmh. bon, bah, après les interventions, on les connaît. Heu, donc ça c'est Mmh. pour moi, voilà, c'est juste le conseil simple, OK. que je pourrais donner. Ouais et juste pour que les gens qui nous écoutent comprennent, quand tu dis, les le coping, le coppert, enfin les coppers, les Ping, coping, ouais, est-ce que tu pourrais juste expliquer un petit peu ce que c'est? Parce que je bien sais que sûr. c'est un terme parfois qui est un petit peu, mal compris ou peu compris ou pas compris. Du coup, voilà. C'est toutes les stratégies qu'un individu déploie pour faire face à une situation aversive. Voilà, OK, c'est voilà, magnifique. tout simplement. Clair, concis. Il y a un truc qui OK. t'emmerde, quelle stratégie tu mets en place pour gérer ça? C'est du coping Ouais, et d'accord, OK. ça s'applique vraiment à tout, donc la douleur, bien sûr, tu vas employer des stratégies de coping, ta déclaration d'URSSAF, elle te fait mal aux fesses, ça te met pas bien, mais quel coping tu vas mettre en place? Tu peux dire: «Bon, bah, je m'en fous, bon, bah, c'est pas grave, bon, bah, c'est comme ça, bon, bah, je suis pas malheureux», ou alors au Ouais, contraire dire: «Oh là là, je suis dans la merde, faut que je travaille plus». Tout ça, c'est du coping. OK. Donc Au moins, c'est du concret, tu vois? voilà, je sais que ça parlera à mes confrères et consoeurs kinés, ça, malheureusement. Heu, OK et bah, ici, j'aimerais bien revenir, on parle beaucoup aussi de croyances, même ici, aujourd'hui, ensemble. Une croyance qui, moi, me m'a passionné, c'est ce débat dos rond. Tu vois? Le fait, est-ce que, c'est bon ou pas de se pencher en ayant le dos arrondi et cetera? Si oui, avec quelle charge? C'est un débat qui a fait, bon, je pense encore maintenant, hein, je pense que ça fait rage. Il y a vraiment plein de clans qui s'opposent. Ceux qui disent, «Si tu fais dos rond, tu vas te briser le dos». Ceux qui disent: «Bah non, tu peux y aller avec 200 kilogrammes, faire dos rond». Et puis il y a entre les 2. Moi, je pense que je me situe plus entre les 2. Je suis en mode, beh, voilà, je suis pas enfin voilà, j'essaye d'être nuancé sur la chose et je sais que toi, tu avais même fait un petit tour de la littérature à ce sujet-là. Je sais pas si tu y es retourné depuis, mais en 2024, quel est ton avis sur cette question? Donc, est-ce que le dos rond, c'est safe ou pas? Si oui, dans quelle mesure? Et ben, je répondrai que ça dépend.
C'est une bonne réponse. C'est ça. Alors, Ouais. je dirais, voilà, jusqu'à 15 kilos a priori, bon, Mmh. il y a pas de preuves qui nous indiquent que ce serait dangereux. Mais ça dépend aussi de l'individu, en fait. Si c'est quelqu'un de 75 ans, qui a jamais fait de sport, qui fait pas de sport et cetera, est-ce que pour lui ce sera pas trop lourd au début en dos rond? J'en sais rien. Je vais répondre Ouais. sincèrement que j'en sais rien. Peut-être qu'il serait pertinent qu'il s'entraîne un petit peu avec des charges moins lourdes pour arriver progressivement à ces charges-là. Bon. Mmh. Si on parle sur des, bah, l'extrême opposé des charges très lourdes, 200 kilogrammes par exemple, tu disais. Écoute, je te répondrai que je ne sais pas actuellement et de toute façon, on n'a pas de preuves, hein, pour aujourd'hui en parler. En même Mmh. temps, ce serait curieux de faire des essais, comme ça. Ouais, faut trouver les Heu, échantillons, hein. bah, c'est ça. Ma Franchement. 1re remarque, ce serait déjà, personne n'arrive à 200 kilogrammes par hasard. Tu te dis pas: «Tiens, je vois une barre de 200 kilogrammes, je vais aller la soulever». Non, personne fait ça ou alors c'est complètement fou. Il faut quand même un Ouais. certain entraînement, même avec une technique dite propre, pour arriver à Mmh. 200 kilogrammes. Ça se fait pas comme Ouais, ça en 3 jours, voilà. Il faut une technique, il faut de l'entraînement, il faut des mois et des mois, voire des années d'entraînement. Bon, ouais. moi j'ai 2 remarques. La première, c'est que ton gars là ou ta nana là, elle soulève 200 kilogrammes avec une technique qu'on va appeler technique, bonne technique, OK? Je sais pas si elle est bonne ou mauvaise, mais disons que c'est une bonne technique et que tout d'un coup, elle change de technique pour passer sur du dos rond, Mmh. avec la même charge. Peut-être que là, le problème, ce sera pas tant la technique, mais ce sera le Mmh. changement de technique. Ouais. Dans le sens où tu es habitué à faire comme ça et tout d'un coup, tu vas appliquer des contraintes très différentes sur 2 structures avec un même poids et là, Mmh. forcément, il y a danger. Je me souviens d'ailleurs Mmh. avoir eu cette discussion avec monsieur, Delavier, Ouais. qui me disait, «Les gens se blessent, dès qu'ils déverrouillent, le dos» et je leur disais: «Oui, mais le problème, est-ce que c'est le dos rond et le problème, est-ce que c'est plutôt le changement de technique?» parce qu'en fait, c'est Ouais. applicable sur plein de sports. Tu es un ultramarathonien, tu es habitué depuis 10 ans à avoir les mêmes pompes, enfin, tu prends le même Mmh. modèle. Tout d'un coup, tu vas changer de modèle pour des chaussures avec un drop beaucoup plus élevé et cetera. C'est Mmh. pas tant la distance qui te fait mal, c'est le changement de matériel, le changement de «technique» Ouais. entre guillemets. Mmh. Moi, ma question, c'est, tu prends quelqu'un qui a déjà de l'entraînement, tu lui fais soulever dos rond mais beaucoup moins lourd et progressivement, tu lui fais soulever de plus en plus lourd. Est-ce Mmh. qu'il va se blesser avec un dos rond? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être, Ouais. peut-être pas, Ouais. je ne sais pas. Dans le doute, moi, ce que je conseille à mes patients, bon, j'ai pas de powerlifter en général, Mmh. mais je leur dis: «Écoutez, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on s'entraîne effectivement à faire du dos rond, comme ça vous permet d'avoir une polyvalence au niveau des gestes. Pour des charges de plus de 20 kilogrammes, parce que c'est ce qu'on a dans la littérature, je vous conseillerais peut-être d'avoir le dos un peu plus droit, d'utiliser les genoux et cetera. Pour ce Mmh. qui est des Ouais. charges de, dizaines de kilos, a priori, vous soulevez un peu en freestyle, c'est pas grave. Ouais. Si j'avais des patients powerlifters, je leur dirais: «Écoutez, vous avez votre technique, très bien. A priori, jusque-là, ça a marché, vous vous êtes blessé parce que vous avez augmenté le poids un peu trop vite. Moi, je vous conseille de garder la même technique. Mmh. Pas essayer Ouais. forcément de faire du dos rond et cetera». Maintenant, si quelqu'un veut absolument soulever en dos rond, ce que je trouverais curieux, mais pourquoi pas, je Mmh. dirais: «Bon, bah, OK, mais il va falloir drastiquement diminuer la charge pour justement, habituer mécaniquement les structures à travailler comme ça». Et par Mmh. contre, je ne saurais pas vous dire si c'est, safe ou risqué pour votre colonne. J'en sais Ouais. rien, on n'a pas de travaux sur le sujet. Pour moi, le seul format qui serait intéressant, c'est de faire 2 groupes de powerlifters, un Mmh. qui soulève avec une bonne technique et un qui a appris à soulever, dos rond, donc avec un préambule, comme on vient d'en discuter et de voir après sur les années, à des mêmes 10 charges, ans, voilà, ouais, avec des mêmes fréquences d'entraînement, est-ce qu'il y a plus de blessures dans un groupe ou dans l'autre? Voilà ouais. Ce et là serait intéressant, mais bon, ouais, ce faut le serait trouver, quoi. intéressant, c'est ça. Mais est-ce que c'est intéressant parce que est-ce que ça permettrait plus de performance, au soulevé? Est-ce que ça limiterait le nombre de blessures? Si ça change rien, en fait, on s'en fout. Enfin voilà, je ne sais pas. Ouais, et puis il faut voir aussi, faire ce genre d'études, vu ils font pas que ça dans leur entraînement, je pense il y aurait tellement de facteurs confondants que ce serait, je pense, très difficile ou de cadrer ça parce que le gars, ça se trouve, il va faire, d'un coup autre chose que juste son dos rond, enfin, c'est C'est moi, vrai je des trouve un fois truc qu'on a tendance à oublier, tu vois, dans ces débats, c'est aussi
moi je pose toujours la question au patient: «OK, dans sa vie quotidienne, qu'est-ce qu'il a amené à faire? Dans son boulot, qu'est-ce qu'il a amené à faire?» Si c'est un mec qui travaille qui doit porter des charges lourdes et cetera, j'essaierai toujours de qu'il puisse soulever ce qu'il peut soulever, enfin ce qu'il doit soulever dans son quotidien avec une variabilité de mouvement personnellement, que ce soit dos rond ou dos droit, les 2 idéalement. Mais comme tu dis, je pense que la plupart de nos patients, à part exception powerlifter et cetera, mais j'en ai pas spécialement beaucoup non plus, il y a pas pour moi d'intérêt d'aller, en tout cas actuellement, leur dire: «Vas-y, objectif, 100 kilogrammes de rond, sinon tu auras pas un dos en bonne santé». Parce que c'est ça aussi qui ressort, tu vois? Bien sûr. C'est parfois aller jusqu'à dire, «Non, mais si tu soulèves pas de rond, tu auras pas un dos en bonne santé, il sera pas capable de s'adapter à toutes les situations». Mais je pense que de nouveau, on part un petit peu trop loin dans le truc parfois et au final, qu'est-ce qu'a besoin le patient dans sa vie quotidienne, dans son sport? Bien sûr. C'est rarement, je pense, devoir soulever 100 kilogrammes de rond après. Je peux me tromper, Bon, mais certains mais métiers voilà, peut-être le demanderont, tu vois? Des ménageurs ou des choses comme ça. c'est ça. Mais auquel cas, je pense qu'il Mmh mh. faudrait quand même un entraînement important Ouais. et que, un déménageur, bah, il va quand même, soulever pas mal de charges sur une journée donc Mmh voilà, mh. c'est, aussi la notion, comme tu l'as dit, de varier le type de mouvement et cetera. Mais je Mmh pense mh. que c'est un débat vraiment compliqué, qu'on manque, encore de pas mal d'éléments et que, pas facile. Ouais, Mais pour monsieur, madame tout le monde, voilà, soulever un pack d'eau, dos rond, ouais. ça pose pas de Ouais, c'est problème, ça. quoi. Mmh mh. Et ouais, du coup, voilà, je pense qu'il faut juste accepter qu'on ne sait pas, dire avec, grande certitude que nous qui aimons bien se référer aussi aux études et cetera, elles sont pas là pour, appuyer, jusqu'à un certain point, mais elles sont pas là pour appuyer jusque 200 kilogrammes ou 100 kilogrammes Bah, et on verra i si bien dans sûr. 10 ans, qui sait? Qui sait? Il y a des individus que j'apprécie beaucoup. Il y a Gaïs et Pierre-Elie, Ouais, Geek and ouais, Fit et Chronique de la douleur. ouais. Bon, je sur ce sujet-là, je partage pas leur analyse de la littérature, mais peut-être Mmh qu'ils mh. ont raison, hein, c'est possible. Ouais. Mais quand ils me disent que c'est OK de soulever 60 kilogrammes en Jefferson curl et cetera, peut-être. Et Mmh mh. moi, je suis plutôt effectivement partisan du le corps est hautement adaptable si on lui donne les clés pour s'adapter. Mmh mh. Et en toute sincérité, je dirais que voilà, moi, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, je ne saurais pas dire, si c'est bien ou pas bien, j'en sais rien. Ouais, c'est ça. Je pense que, voilà, chacun met la nuance où il le sent. Bien sûr, Et je pense dans tous les cas, ça n'empêchera pas qu'on aide des patients, parce qu'avant tout, c'est ça notre but et puis voilà, bien je sûr. pense qu'il Mais je pense faut avancer qu'effectivement, il comme faut ça. absolument, par contre, dédiaboliser ce mouvement, dès lors qu'on parle de petites charges, quoi. Là, faut vraiment Ouais, voilà, quand je voyais des ouais. émissions de télé où pour ramasser un Lego, par terre, fallait surtout plier les genoux, garder le dos droit. Ouais, Récente en voilà, plus, c'est ça le pire. bah, ouais, Tu vois, c'est que c'est pas des non, trucs, tu c'est sais, en 2000 ou quoi, c'est bah, c'est clair. plus de 2020. Sachant que les Donc études biomécaniques sur le sujet, elles datent des années 1900, hein. Donc ça fait un moment et quelques-unes, bien sûr, il y en a, hein, qui ont été parues, dans les années 2000, mais il y a quand ouais. même un beau corpus, d'avant 2000 et je veux Mmh dire, mh. voilà, pour des charges aussi, insignifiantes, bah, faut Ouais. arrêter par contre. Là, c'est Plions voilà, le là dos, là, il y a soyons fous. là, on va arrêter de débattre, c'est Ouais, pour faire son lacet, c'est bon, tu peux te pencher en avant quand même, c'est prévu pour. ouais. Tu sais que J'accepte. j'ai encore pas mal de patients qui ont encore l'école du dos Bah oui, comme je sais bien. anciennement enseigné. Vraiment, ils me disent: «Voilà, on a les machines, les machins» et je me dis: «Mais comment c'est possible que» j'ai rien contre l'école du dos en soi, ils font du mieux Bien qu'ils sûr, peuvent, je l'espère, mais c'est juste que je me dis: «OK, ton job, c'est l'école du dos. Il y a un moment, est-ce que tu irais pas voir un peu la littérature, un peu ce qui se fait et essayer juste d'adapter?» Après, je me doute que ça doit pas être facile à mettre en place quand tu es toi une petite entité dans tout un système, à changer les choses, mais c'est un truc qui me fume, c'est de me dire, en fait, il y a encore des fausses croyances comme ça qui sont véhiculées à propos du dos, alors que honnêtement maintenant les infos, puis, tiens-toi droit aussi, je sais pas si vous en parlez dedans, mais, mais voilà, tout ça, je pense que maintenant il y a plus trop d'excuses pour ne pas savoir avec tous les réseaux qu'il y a, tous les créateurs et créatrices de contenu, mais donc, bon, voilà, ça bah, c'est après, c'est vrai mon que c'est intéressant mécaniquement puisque un disque sain, a priori, effectivement, en flexion, il y aurait un refoulement du nucléus vers l'arrière et cetera. Sur mmh des mh. disques,
moins sain, si je puis dire, bah, le Mmh. comportement est beaucoup plus anarchique. On a Ouais. remarqué que sur des IRM, debout et des IRM dynamiques que parfois l'extension, majore une hernie, parfois c'est la flexion, enfin c'est compliqué Mmh. et ce sera très Ouais. difficile de prédire ça, en fait. C'est plus Ouais. facile de prédire lorsqu'il y a une atteinte neurologique périphérique, donc auquel cas on peut faire des tests neuro et voir si un mouvement ou l'autre, modifie ça. Mais quand tu as un patient, Mmh. bah, qui a pas de signes neuro, qui a pas d'IRM du dos, c'est impossible de prédire, quel mouvement va majorer la Mmh. hernie. Est-ce que même c'est grave? Non, je suis pas sûr non plus, Ouais. donc voilà, sur des Ouais. petites charges, vraiment, on s'en fout, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que dans les études, je pense un point important à toujours regarder, c'est sur quels individus l'étude a été faite. Si Bien c'est sûr, sur des individus sains, et il y a beaucoup d'études qui sont faites sur des individus sains et où on extrapole ça pour des individus avec une pathologie, ou en tout cas l'intégrité structurelle n'est plus la même. Et en fait, bien sûr. comme tu dis, ça peut changer complètement la biomécanique. Et bon, après, voilà, si on se fie aussi beaucoup aux symptômes. Tu vois, moi personnellement, si je fais faire du Mackenzie à mon patient, 10 extensions sur le ventre et qu'il va mieux, je t'avoue que je m'en fous de savoir si son nucléus est parti à gauche ou à droite. S'il va mieux et qu'il me dit: «Ah bah ouais, maintenant j'arrive à faire ça», je suis content. Hop, sorry, je m'incruste en plein milieu du podcast, mais promis, ça va pas être très long. C'est simplement pour te rappeler que si tu désires toujours rester à jour à propos des nouvelles connaissances en kinésithérapie, mais également, pourquoi pas, acquérir de nouvelles compétences également, eh bien, va faire un tour sur fullphysio.com. En fait, c'est très simple. Sur Full Physio, eh bien, c'est plus de 1000 ressources qui vont t'aider dans ta pratique quotidienne de kiné. Ça passe par un logiciel de prescription d'exercices pour tes patients, des modules EBP, des masterclass données par les plus grands experts et expertes dans leur domaine respectif de la kiné, mais également des échelles, des scores et même des vidéos de strapping. Bon, je t'avais promis que ce serait pas très long, donc je vais m'arrêter là et je vais surtout te laisser profiter de la suite de l'épisode. Encore 1000 merci pour ton soutien. Ciao, ciao. Je dirais qu'on s'en fout pas, dans la notion où si on comprend comment ça fonctionne, on pourra Ouais. carrément optimiser nos résultats. Ah oui, comme ça, oui. Oui, Tu oui, vois c'est ce que ça. je veux Mais dire? dans Bien la sûr ouais, que toi, en ouais, tant que clinicien, bon, bah, voilà, il va mieux, c'est cool. ouais, Pourquoi? J'en ouais, sais ouais, rien, mais il va mieux. Bon. Mais ouais, c'est vrai que si un jour on arrivait à ouais. comprendre un petit peu pourquoi ça améliore les choses, on pourrait tu vois? Parce que c'est des discussions que je peux avoir avec des ostéopathes qui me disent: «Oui, mais bon, l'important, c'est le résultat». Je dis pas le contraire, bien sûr, on travaille pour ça, mais si on arrive à comprendre comment, nos interventions fonctionnent et pourquoi le patient va mieux grâce à ça, bah, Ouais. clairement Ah, mais ça, demain c'est génial. on pourra optimiser de ouf. Quand tu Ouais, comprends, qu'un tournevis, cruciforme, c'est beaucoup plus adapté pour une vis cruciforme ouais, et demain, quand tu as une vis cruciforme, tu vas utiliser un cruciforme. Quand tu vois une ouais, vis, quand tu vois une vis, juste avec une fente, tu te dis: «Ah, c'est pas tiens, ça marche pas ouais, aussi bien. Peut-être que ouais, c'est j'essaye ça. autre chose. Ah et ça marche parce que Mmh. les formes coïncident». C'est con Ouais. comme image, je suis d'accord, c'est très réducteur, mais c'est l'idée. Non, non, tu as C'est-à-dire raison. je comprends Ouais, comment ça fonctionne, donc j'optimise derrière l'utilisation et j'évite de perdre du ouais, temps et puis je peux, peut-être augmenter mes résultats et cetera. Bon, le ouais, problème, c'est qu'on a un gros flou sur pourquoi ça marche, comment ça marche. C'est assez ouais. différent de la pharmaco, où la pharmaco, on a quand même, étudié, des processus, physiologiques, biochimiques et cetera qui sont bien décrits, que Mmh là, mh. c'est plus compliqué, quoi. La douleur, c'est tellement Ouais. complexe que, c'est je suis même pas sûr qu'on trouve un jour, malheureusement. Bah, ouais, tant que ça restera aussi multifactoriel, je pense Ah, on a c'est encore ça. du chemin avant de tout comprendre. Ouais, Mais c'est j'avoue ça. que ce serait génial, mais d'ailleurs, je passe du coq à l'âne, mais on a parlé, enfin, tu as parlé aussi de l'intelligence artificielle sur les réseaux. Oui. Alors pourquoi je pense à ça en plus là d'un coup? C'est aussi parce qu'on parle d'optimisation et cetera. Mais, là où je veux en venir ici maintenant, c'est plutôt se dire, parfois on a peur, d'être remplacé, parfois peut-être par l'intelligence artificielle à un moment donné. On parle de plus en plus de se dire, «Ouais, ça va remplacer tel métier, tel métier». Je pense que les kinés, on est encore épargnés, mais quel est toi ton avis là-dessus? Voilà, ChatGPT maintenant, tu lui demandes, c'est de plus en plus précis. Le nouveau modèle qui est sorti il y a pas longtemps, il est incroyablement, incroyable pour dire 2 fois le mot Mmh. incroyable. C'est vraiment impressionnant. Enfin, moi, j'ai le «GPT+» entre guillemets et c'est, je trouve, bluffant comparé à ce qu'on avait il y a 1 an ou 2 au niveau des fonctions. Toi, c'est quoi ton avis? Est-ce que tu penses qu'un jour, l'IA pourrait remplacer ou en tout cas, faire du tort presque à nous, kinés, en tout cas dans notre métier?
Nous remplacer un jour, moi ça me paraît pas déconnant, hein. Tu sais, si jamais effectivement ils augmentent aussi les compétences en tout ce qui est en robotique, en Android et cetera, Mmh. on aura peut-être un jour des robots qui vont nous remplacer, c'est possible. Est-ce que c'est Ouais, une mauvaise chose? Si ça permet de mieux soigner les gens, alors c'est pas une mauvaise chose. Bon, je ouais. pense qu'on a encore un peu de alors je suis pas du tout Ouais. expert en la question, hein, donc je vais vraiment, mettre beaucoup de pincettes avec prendre enfin, faut plutôt Mmh. prendre ce que je dis avec des très grosses Des pincettes, pincettes. Des très, très grosses. des très, très Ouais. grosses, des pinces même. Mais, est-ce que ça nous remplacera un jour? Bah, peut-être. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de métiers, hein, qui sont concernés par ça, tout Ouais. ce qui est financier, tout ce qui est développeur, tout ce qui est voilà, j'ai l'impression que l'IA, va nous surclasser, assez vite. Parce que de toute façon, une Mmh. machine, elle apprend 24/24, hein, donc, c'est et elle travaille Ouais, 24/24, donc, voilà. ouais. Nous concernant, je pense qu'au début, ça peut être un outil formidable. Un Mmh. outil formidable parce que c'est pas facile de penser à tout, c'est pas facile de connaître toutes les pathologies et cetera. Une IA, elle te le trouve en 2 minutes, même pas, en 2 Ouais, secondes. Et donc ouais, du ouais. coup, je pense que de travailler avec une IA où on peut se dire: «Tiens, j'ai un doute, est-ce que ça cache pas d'autres pathos?» Tu vois, par exemple, sur des problèmes neuro, des problèmes vasculaires et cetera. Mmh. Là, je pense qu'effectivement, l'IA pourrait nous aider en disant: «Bah, attends, si tu penses que c'est vasculaire, bah, tiens, fais tel test, tu me dis ce que ça Mmh. donne et on voit ce que ça voilà, est-ce que ça pourrait, coïncider ou pas?» Là, Ouais, je pense que c'est très utile pour éviter d'oublier des choses. Bon, de là à ce que ça nous remplace, je pense qu'il y a encore du temps, largement, ouais, mais je pense que ça peut être un chouette allié, effectivement. ouais. Mais ce qui est très fort là avec l'IA, c'est dans la nouvelle version, par exemple, tu peux lui faire bouffer un PDF. Tu lui envoies un livre en PDF. Par exemple, je lui ai fait bouffer le Clinical Sport Medicine, qui est un livre assez connu dans le milieu de la kiné, MSQ, etc. Et cetera. Et en fait, il le bouffe, et puis tu peux lui poser n'importe quelle question, et il te répondra en ayant lu le livre et en te citant tous les trucs du livre qui parlent de ça. Et ça, je trouve que déjà, c'est incroyable. Tu peux genre lui dire, OK, fais-moi un résumé du chapitre 1. Et il te fait un résumé du chapitre Ouais, 1 qui est en principe assez précis parce qu'il s'est basé sur ce que tu lui as donné. bien Et sûr. en fait, c'est très, très fort. Même l'autre fois, ça a rien à voir avec la kiné, mais j'étais devant une machine à café, au câble, enfin bref, et j'avais oublié à quoi servait un bouton. Mon collègue était en séance, et ben, j'ai pris une photo de la machine à café, j'ai demandé, à ChatGPT à quoi sert ce bouton-là. Le gars, la machine m'a expliqué exactement à quoi ça servait, en reconnaissant la marque, le machin. Et je sais pas, je suis resté devant mon téléphone, j'ai fait: «Bon». C'est vrai, c'est impressionnant. Après, je pense qu'avec, ce que n'a pas encore l'IA, c'est le côté humain, et je pense qu'on a un métier d'humain. Ah! Alors, OK. permets-moi de te contredire. Vas-y, vas-y. Bah, vas-y, moi ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que, bah, dans le Ouais, fameux post, dont tu parles là, celui que j'avais fait sur, l'IA, c'était ouais, une IA développée par Google. OK, Google, ouais, enfin pour la médecine justement et ils avaient fait une étude très intéressante où ils avaient, demandé à des acteurs de jouer le rôle de patients OK, et ils avaient pris un groupe de médecins et ils avaient pris leur IA. OK. Les médecins et l'IA échangeaient aux acteurs par SMS. Donc, bon, ça reflète pas encore la vraie vie, mais Mmh. c'est un début. Bon, les acteurs ne savaient pas s'ils parlaient avec une IA ou avec un humain, et Mmh. ni l'humain ni l'IA ne savaient qu'ils avaient faire affaire avec des faux patients. Ah, c'est glauque, hein. C'est Alors, c'est pas glauque, c'est mais c'est voilà, c'est du théâtre et c'est marrant. c'est vraiment de la double aveugle pour le coup, ça c'est intéressant. Ouais, Et ce qu'il en est ressorti, c'est que l'IA avait de meilleurs résultats diagnostiques, de meilleures stratégies thérapeutiques. Et surtout, on a demandé aux acteurs de noter l'empathie ressentie lors de leur échange avec leur ouais. interlocuteur. Et ben, c'est l'IA qui a été jugée la plus empathique. Ah ouais? Ah, j'avais pas vu ça, que c'était lié, en fait, j'avais vu les résultats sur le diagnostic, mais j'avais pas retenu le résultat sur l'empathie. Ah, Ouais. oh punaise! Ah, c'est Ça peut ouf! s'expliquer simplement parce que je peux imaginer Mmh. qu'avec les années, quand tu es soignant, bah, l'empathie, tu en perds. C'est aussi une forme de protection, aussi une forme de, bah, quand tu fais tout le temps la même chose, ça peut te, voilà, Ouais. aussi. Que l'IA, elle connaît pas ça. Elle connaît pas la Mmh. fatigue, elle connaît pas ces choses-là. Donc, elle sera toujours aussi empathique. Et Mmh.
Bah, ça, c'est un peu inquiétant pour nous dans le sens où faut quand même qu'on remette notre humanité en cause. Ouais. Et pour moi, le 2e problème de l'IA, c'est surtout que ça peut nous, en tant que soignants, nous entraîner dans une espèce de fainéantise intellectuelle, de paresse intellectuelle. Dans le sens où, oh bon, j'ai plus besoin de chercher, je demande à l'IA et puis hop là, c'est fait. Mais le Ouais. fait de chercher, le fait de s'intéresser et cetera, ça apporte beaucoup plus de choses qu'une réponse toute faite. C'est comme, Ouais. je m'en souviens au lycée, tu un problème et tu te dis: «Je veux la réponse tout de suite». Mmh. Et Ouais. ce qui intéresse le prof, c'est pas que tu la réponse, c'est Mmh. ta démarche intellectuelle. Et pareil, Ouais. c'est comme les maths, on dit, «Oui, mais ça me servira à quoi de savoir ce que c'est qu'un barycentre, d'utiliser des vecteurs et cetera?» Probablement que concrètement, oui, ça te servira à rien, mais là où les maths sont utiles, c'est pour façonner justement ta pensée Ouais. et justement ta logique et cetera et de chercher une info, de chercher à démontrer et cetera. Ça sert à ça les mathématiques, hein, pour, monsieur et madame tout le monde et Ouais. là, je crains que l'IA nous puisse nous rendre paresseux et ça, c'est pour moi, c'est un problème. Ouais. Ouais, c'est vrai que quand tu parles de recherche, là, par exemple, avant, quand tu demandais des articles, par exemple à ChatGPT, tu disais, «Trouve-moi 3 articles sur, la douleur de hanche», voilà, bravo. Ouais, Il te sortait 3 articles éclatés. Il y en avait un, c'était sur des rats, il y en avait enfin, ça voulait franchement, et il y a d'ailleurs des étudiants qui ont été un peu, dans la merde à cause de ça parce qu'ils ont basé leur mémoire là-dessus, ils ont pas vérifié leurs références, enfin bref, ouais, mais quand les ça, c'est de leur faute, par exemple. Ce sera exactement. Ah jamais ouais, de la faute de l'IA, jamais, c'est pas possible. ah ouais, ouais, mais là, maintenant ce qui se passe, c'est qu'avec l'IA, tu peux faire des sous GPT, enfin Mmh. aller dans un sous GPT qui s'appelle Sci, machin, enfin comme, SciHub et cetera, et en fait, là, j'ai testé, c'est beaucoup plus précis, et il discute directement, il sort du logiciel et il va discuter directement avec, SciHub, les banques, enfin les ressources et cetera, scientifiques, et là, par contre, comme tu dis, en fait, ça devient, on peut vite basculer dans la paresse intellectuelle parce qu'en fait, tu as plus besoin de te dire: «Ah, quel mot-clé je vais devoir mettre sur PubMed ou sur Google Scholar ou des machins». Tu poses juste ta question, et je dis pas que tous les articles sont parfaits, mais honnêtement, il y en a j'ai fait une dizaine de tests. Déjà, tous les articles existent, c'est déjà ça, et en plus, franchement, ils portent tous sur le sujet. Le résumé qu'il en fait est a priori correct. Enfin bon, ça c'est un enfin moi je trouve ça assez Ouais, impressionnant aussi pour sachant ça, que quoi. plus tu affines ton prompt, donc ta recherche, plus il va sortir des trucs, vraiment précis par rapport à ce que tu demandes. C'est ça, Et ouais. ça peut être utile parce que ça évite aussi de se taper des équations de recherche parfois complexes. Ouais. Donc pour moi, c'est assez génial. Ouais, moi j'adore. Mais voilà, moi je veux pas qu'ils me sortent la réponse. Moi, je veux juste: «OK, tiens, tu me donnes des articles et après je vais me démerder». Mais je crains Mmh mh. qu'effectivement, bah, après comme tu l'as dit, hein, tu mets le PDF dans le truc et puis il te sort un résumé, il te dit si les stats sont corrects ou pas. Bon, c'est cool, mais si tu as pas cette curiosité d'aller lire le truc, d'aller l'interpréter toi-même parce que bon, bah, l'IA en fait, c'est du machine learning donc ça apprend Ouais. tout le temps. Si tu pas là pour vérifier aussi, bon, bah, au début, ça peut poser problème. Mais j'imagine que vu la vitesse où ça va, c'est pour moi, Ouais. c'est ça qui me sidère. C'est la vitesse du truc, de développement, Ouais. d'amélioration du truc. Dans 10 Ouais. ans, il va te pondre des analyses, extraordinaires, quoi Mmh mh. et vraiment Bah, ouais. extraordinaires. Heu, Mmh mh. donc c'est un chouette outil et c'est comme tous les outils, comme les réseaux sociaux. Le problème, c'est pas le réseau social en soi, c'est Ouais, ouais, toujours c'est ça. l'humain Ouais. qui en fait un mésusage, et cetera. Donc Mmh mh. ouais, chouette outil, mais à utiliser pour ce qu'il est et ne pas sombrer dans une paresse et une facilité, par rapport à ça, quoi. Mmh mh. Non, c'est clair, et bah, pour fermer un petit peu cette parenthèse de l'IA, est-ce que toi, tu pourrais nous parler un petit peu, si ça te dérange pas, de ton changement d'orientation professionnelle? Alors tu restes évidemment kiné, mais récemment sur les réseaux, voilà, tu l'as dit aussi au début du podcast que tu ne seras plus kiné libéral, tu vas devenir kiné, en oncologie. Et je pense que pourquoi est-ce que c'est intéressant? Simplement, je pense que c'est une question qu'on peut parfois se poser. OK, il y a le libéral, il y a le côté plus, je sais pas si tu seras salarié du coup, Ouais, salarié, ouais. là-bas, ouais? Et c'est des, je pense, des dilemmes auxquels on peut faire face. La liberté de l'indépendant et au final la sécurité, ou enfin, ou peut-être même d'autres raisons qui m'intéressent du coup que tu développes un petit peu ici. Voilà, pourquoi ce changement? Quelles ont été tes réflexions au final? Si c'est, enfin voilà, si c'est pas trop,
Non, bien indiscret, sûr. on va dire? J'ai eu plusieurs raisons. Déjà, je voulais retrouver du travail d'équipe, donc d'être, directement avec le médecin, les infirmiers, aides-soignants et cetera, à pas, bref, Ouais, toute la clique, médicale. Parce ouais. que c'est vrai qu'en libéral, bah, tu es un peu plus dans ton petit coin. Mmh. Le 2e, c'est que je voulais retrouver de l'équilibre pro et perso. Parce que le Ouais. libéral, bah, ça prend c'est pour ça que je dis que c'est une liberté toute relative, c'est que, bah, c'est ton Je suis d'accord. entreprise, tu réponds tout le temps, enfin bref, c'est quand Mmh. même très chronophage. Mmh. Alors que, bah, quand tu es salarié, bon, bah, tu as un cadre de travail que tu peux pas trop tu peux pas dépasser, donc ça, c'est quand même cool. Mmh. Tu rentres chez toi le soir, bon, c'est des petites recherches à faire, c'est sympa, mais tu as plus de comptes Ouais. à faire, tu as plus de voilà, tu as plus de trucs comme ça, donc ça, c'est Mmh. quand même très chouette et ça me permet, du coup, de me recentrer, sur l'activité de kiné et de plus être chef d'entreprise, donc ça, c'est chouette aussi. Le Ouais. dilemme, en fait, il est assez, je trouve assez simple, sur le papier. Libéral, tu travailles plus, tu gagnes plus d'argent. OK. Mmh. Mais c'est aussi pas mal de quand même de sacrifices, pas mal de disponibilité de ta part, pas mal de charge mentale. Ouais. Le salariat t'enlève beaucoup de charge mentale et je trouve Mmh. in fine, tu limite presque plus de liberté. Mmh. La contrepartie, c'est que tu as moins de sous. Ouais, c'est Donc ça. pour ceux qui hésitent à se lancer et cetera, pour des raisons financières et ce que je peux comprendre et parce que quand même c'est important, hein, faut en Bah, ouais. parler. Effectivement, les salaires proposés généralement sont quand même pas extraordinaires. Bon, Ouais. moi j'ai pu avoir une offre, qui me convient tout à fait, qui réunit, bah, une rémunération correcte, qui est pas trop loin de chez moi et en plus avec un projet, hyper intéressant. Trop chouette. Ouais, OK. donc ça c'est vraiment voilà le trio gagnant et c'est comme ça que je raisonnais. Ouais. C'était quand j'allais en entretien, parce que j'ai passé, quand même plus de 14 entretiens, hein. Dans 14? ouais, Ah dans ouais. plusieurs, structures et je me disais: «OK, est-ce que déjà le boulot est intéressant?» Mmh. C'est une structure où je me disais: «J'arrive pas à me projeter dedans et j'ai peur de m'ennuyer». Ouais. La localisation, parce que ça fait partie aussi du jeu. Si tu dois te taper 1 heure de transport aller, 1 heure de transport retour, Ouais, c'est pas viable. ouais, voilà. Enfin, c'est Moi j'ai faut le vouloir, quoi. c'est ça. Donc localisation, OK, est-ce que c'est loin de chez moi? Est-ce que bon mais encore la localisation peut être, négociée, si rémunération correcte et si intérêt important. Et puis Ouais. la rémunération, bien sûr, c'est important. Donc moi, je sais que j'avais fait, tous mes comptes, financiers. Qu'est-ce Mmh. que je dois débourser chaque mois? L'appartement, salle de sport, abonnement musique, charges, ceci, cela. Ouais. Est-ce que le salaire qu'on me propose me permet après d'avoir quand même une vie, cool? Oui, non. Mmh. Voilà. Ouais, Oui, c'est non. ça. Est-ce qu'on a besoin forcément de gagner des milliers, des cents? Bon, on va peut-être pas rentrer dans un débat philosophique On sur, repart pour un sur podcast, ça y est. sur la valeur argent. À titre personnel, je peux estimer que, la course après l'argent n'est pas le truc, vraiment important et il faut Mmh. ce qu'il faut bien sûr, hein, je vais pas dire le contraire. Je n'aurais pas accepté une offre au SMIC, pour voilà, pour changer de voie Ouais, évidemment. Heu, ouais. je pense que c'est l'objectif de personne et encore moins en kiné quand on a quand même des responsabilités, quand on a un diplôme avec des études relativement longues et Mmh. cetera. Mais, voilà, bien faire les comptes, voir si ça nous suffit et Ouais. je terminerai en citant, Aristote. Comme ça fait un peu mondain, un peu C'est pédant, beau ça. c'est bien. Ouais, Qui disait philosophe. c'est ça, voilà, qui disait à peu près en ces termes: «Celui qui ne sait pas, se satisfaire de ce qu'il a aujourd'hui n'arrivera pas plus à satisfaire de ce qu'il aura demain». Ouais, c'est Donc beau. dans l'idée Ouais. ouais, dans l'idée où c'est vrai qu'en fait, quand tu as des besoins et si tu gagnes plus d'argent et que tu dépenses plus, bah, tu vas te créer des faux besoins. Ouais. Donc Bah, voilà, avoir vraiment bien déterminé ses besoins, est-ce que je voilà, qu'est-ce que à quoi j'aspire et cetera et puis mmh mh. on rentre dans les comptes, c'est cool. Donc moi, dans l'idée, voilà, le job qu'on me proposait était vraiment hyper intéressant. Mmh mh. Il y avait 2 kinés qui sont partis de la structure pour des raisons, personnelles, dont un qui partait à la retraite. Donc voilà et Mmh. donc c'est intéressant. Il y a tout le projet rééducatif à créer, donc ça, je trouve ça hyper chouette. Ouais. En oncologie, donc c'est pas la spécialité que je connais le plus, évidemment en libéral, c'est Ouais. pas le truc qu'on voit le plus, mais je sais que humainement c'est assez énorme.
Ouais. Ouais, bah, du coup, Ça, tu as compris que la psycho, c'était mon truc, donc je pense que c'est génial, ouais. vraiment très, très intéressant à ce niveau-là et c'est quand même une grande variété de types de soins en kiné, hein, parce qu'on peut avoir de la cancéro, neuro, de la cancéro traumato, de la cancéro enfin, voilà, il y a quand même pas mal Ouais. de choses à faire. Donc Mmh. l'intérêt était vraiment important. J'ai échangé avec ma future directrice, des soins qui a l'air d'être une personne très, très motivée et très engagée. Alors je dis pas ça parce qu'on est sur un podcast un peu public, mais Ouais. je pense sincèrement, ça a aussi fait Ouais. partie de mes décisions parce que bon, bah, 14 entretiens, ma foi, j'avais le choix. Ouais. Ça, Bah, c'est quand là, même un sacré luxe. ouais. Ah, Heu, les 14 étaient ouverts à ta, il me pre enfin, à ta ouais, je les vais pas me 14 te proposaient? alors je vais pas me jeter, mais la plupart en tout cas me prenaient, ouais, tout à fait, donc voilà. Il y en a certains où je leur ai dit que je C'est venais cool. pas et voilà, mais oui, oui, Ouais, c'est génial. il y a il y a un manque de kinés en structure hospitalière, c'est waouh, indécent. Ouais. Mais Mmh faute mh. aussi à une rémunération, qui est pas hyper attractive par rapport au libéral. C'est ça. Voilà. Ouais. En gros, je vais presque diviser par 2 ma rémunération demain. Ah ouais? À Ouais, ce bah point-là? oui, bien sûr Ouais, parce que j'ai et aucune idée moi des rémunérations en France, parce que vu que je travaille en Belgique, on n'a pas peut-être les mêmes différences, oui, je pense que mais c'est différent effectivement, mais ouais, pas loin de 2. Mais en fait, si je ramène le ratio, temps horaire, c'est pareil. ah oui, Là, d'accord, aujourd'hui, OK. je travaillais en Pas pour 60 un heures même, voilà, ouais, je travaillais en 60 heures par semaine ouais. et demain, je vais travailler en 35 heures par semaine. Au taux horaire, on Ah, est ça va te faire du bien, kiff-kiff. Ah ça, c'est ça sûr. va te faire du bien franchement. Ça, c'est sûr. Mais encore Ouais, une fois, c'est pas grave si je perds des sous, en fait. Est-ce que je m'y retrouve financièrement? Oui. Bon, bah, impeccable, fonce. ouais, Il y a pas ouais. c'est un emploi qui est stable, on a quand même cette chance aussi, hein, faut le noter par Mmh. rapport à beaucoup d'emplois qui sont moins sécures. On a un emploi Mmh. qui est très stable et cetera, où il y a quand même des revenus, corrects pour vivre, correctement. Ouais. Bon, bah, je dirais à ceux qui ont peur de franchir le pas que je les comprends. J'ai eu Mmh. très peur aussi de le franchir, Ouais, et in fine, c'est con à dire, mais depuis que j'ai arrêté le libéral, je me sens libre. ouais. Ah punaise, c'est fort ça. Bah, ouais Ouais, et qu'en fait, tu vois, là, je suis en pleine démarche pour, clôturer entreprise. Quand je vois ce que l'URSSAF attendait de moi pour la suite de 2024, c'est l'enfer. Les impôts pareil, la caisse de retraite, la Carpinco pareil. ouais, Tu deviens c'est plus esclave de, faut que je gagne des ronds, pour payer, tout ça. ouais, Que là, on me ouais, donne un salaire, c'est stable, c'est fixe. Bah, tu te prends pas la tête, j'organise ma vie en ouais, fonction, juste de ce qu'on me donne. Voilà, fin de l'histoire. J'ai plus besoin de me dire: «Ah, faut que je mette tant de côté. Ah, l'an prochain, ils vont me faire une régule si je gagne tant», enfin, ouais, je suis c'est une d'accord, liberté je relative. Oui, certes, je pouvais bloquer dans mon agenda, quand je voulais, pour me bloquer, un jour ou ouais, quoi. Bon, bah, faut pas oublier qu'il y a aussi des congés payés en salarié, qu'on peut se bloquer un jour de ouais, temps en temps, ça, que, les RH et les mmh, directeurs, sont quand même aussi des gens, gentils, hein, qui sont des gens mmh, humains, ouais, que si on le demande suffisamment en avance et gentiment, en général, ça se passe plutôt enfin, ouais, ouais, franchement, si heu, tu veux, le libéral, je trouve, porte un peu mal son nom dans le sens où, tu es un peu prisonnier aussi de ton activité. Parce que tu as ouais, tellement de charges et tellement de trucs à payer que, voilà, tu es obligé. Je pense aussi mmh, aux titulaires de cabinet, alors, peut-être le mien qui écoutera ça. Tu es titulaire, tu as des locataires, tu as des assistants, bah, voilà, comme moi un jour ils te disent: «Bah, je m'en vais, parce que j'ai envie de voir mmh, autre chose» et cetera. Tu peux te dire que financièrement, tu es dans le caca. Bah, ouais, je le comprends. Enfin, tu es un peu prisonnier du truc. Que ouais, salarié, bah, tu as plus tout ça à gérer. Tu fais ton job de ouais. kiné, ce pourquoi tu ouh là, ce pourquoi tu ce pourquoi tu as fait des études et ce pourquoi tu aimes travailler et c'est quand Ouais, même génial de se dire: «Bah, voilà, j'ai juste faut juste que je pense à mes patients». ouais, C'est ça cool! c'est ouais, ouais, c'est vrai que tu sais que j'avais fait il y a pas si longtemps juste une estimation à la grosse louche de, pour un même taux horaire, ce que je gagnerais par exemple en kiné, en travaillant en salariat ici en Belgique et en indépendant avec les honoraires que je demande. Alors évidemment, je gagnais un petit peu plus en indépendant, mais, en fait, si tu comptes, les congés payés, dans ton salaire et cetera, dans ton pécule de vacances, enfin, je sais pas comment ça se passe en France, mais, nous on a un 13e mois, un pécule de vacances, enfin, je sais pas c'est quoi les termes, chez vous, mais, à croire que c'est le bout du monde, tu sais? Et ben, si tu mets tout ça, dans ton salaire et cetera,
au final, la différence, en tout cas ici, en Belgique, de ce que j'ai calculé, n'était pas si énorme. Sur papier, ça l'est. Tu te dis: «Waouh, mais tu gagnes le double» et en fait, c'est pas tellement parce que tu dois inclure même, je sais pas moi, en salariat, bah, tu reçois des chèques repas, donc c'est 7 € par semaine, mine de rien, mais c'est tous des petits trucs que souvent on exclut et on voit que Bien le sûr, net en fin de mois, mais bien on sûr. oublie les avantages extra-légaux et je trouvais ça intéressant et je me suis dit: «En fait, bah, au même taux horaire, il y a pas, après oui, si je demande des honoraires éclatés, je gagnerais, le double, mais c'est pas le Et but». oui, au taux horaire, c'est pareil. Mmh. Je te Ouais, le ça dis, j'ai fait le ressemble, calcul. franchement. C'est une division simple, hein. Combien je gagne en combien de temps? Mmh. Division, je compare les 2, c'est kiff kiff. Ouais. Donc oui, bah, je travaillerai moins, donc je vais gagner moins, forcément. Ouais, bah, ça Mais encore une fois, bon, chacun gère ses sous, comme il l'entend, bien sûr, mais est-ce que ça me mmh, suffit pour avoir une vie, correcte? C'est-à-dire, me faire plaisir de temps en temps, pouvoir aller un peu au resto, boire un verre, m'acheter un jeu pour la console, est-ce que je peux partir en vacances? La réponse est oui. Qu'est-ce que bah, tu veux? c'est bon, ouais. Mmh. Non, mais ouais, c'est un Si je voulais ouais. acheter une Porsche, bon, bah, j'aurais pas fait kiné. Ouais, c'est ça, déjà de base, tu vois? Voilà, Si est-ce on que voulait être maintenant riche, je pense que voilà, kiné, c'est pas c'est ça. le métier à faire. Et si je voulais Mmh une mh. Porsche, est-ce que j'ai besoin d'une Porsche? Non, je m'en fous. C'est très joli à voir, Ouais, c'est sûrement très satisfaisant à conduire, mais je m'en fous, en fait. J'ai d'autres aspirations dans la vie. ouais, je Après comprends. voilà, ça dépend de voilà, chacun De doit faire chacun. le point sur déjà soi-même, Mmh. sur, combien de sous j'ai besoin pour vivre correctement. Parce que le but, c'est pas de se Ouais, retrouver le 15 du mois et se dire, «Il me reste 50 balles pour finir le mois, alors j'ai payé toutes les courses, j'ai tout payé, mais bon, il me reste 50 balles de budget sorti». OK, c'est ouais. pas le but effectivement et ça je pense que c'est légitime et tout à chacun aspire à ça. Mmh. Voilà, faut faire les comptes et après se lancer, quoi. OK, bah, écoute, merci pour cette belle réflexion. Je pense que ça va parler à pas mal d'entre, nous et à celles et ceux qui écouteront. J'aimerais terminer ce podcast en te posant une petite question, c'est simplement, est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous expliciter, nous raconter un petit peu si tu avais un cas clinique qui t'a marqué depuis que tu as commencé kiné? Si tu en as un comme ça évidemment qui te vient. Parce que je trouve ça toujours intéressant, de voir un petit peu, beh, pourquoi il t'a marqué, dans quelle mesure et si par exemple c'était un diagnostic un peu farfelu, Mmh. beh, quelle a été la démarche? Enfin bref, je pense que c'est toujours enrichissant d'avoir vraiment cette expérience personnelle. Donc Écoute, je veux pas te décevoir, mais, c'est un cas clinique plutôt pour une personne, parce qu'elle a dit qui ça m'a beaucoup apporté. bah, C'était une dame que je voyais qui s'était fait une fracture très complexe au niveau du talus, mmh mh, fracture, grave et comminutive. ouais, Bon, ça prenait du temps, c'était une éducation pas évidente et cetera, mais globalement, ça se passait pas trop mal. mmh, Hem et une fois, c'est moi qui allais pas bien. Je sais plus pourquoi à l'époque, mais bon, j'allais pas bien et j'ai dit à cette patiente: «Ouais, en ce moment, ça va pas fort et tout» et je lui ai dit: «Écoutez, bon, je suis désolé, hein, c'est vous la patiente quand même, j'ai pas à déblatérer ma vie» et elle m'a mmh, dit cette phrase qui vraiment alors qui m'a marqué, mais un truc de fou, mmh qui m'a dit: «Mais vous savez, avant d'être, thérapeute et patient, on est d'humain à humain». mmh, Et là, si tu veux, moi, ça chamboule toutes les notions qu'on a vis-à-vis de la barrière thérapeutique, vis-à-vis de, non, mais quand même, je suis le soignant, c'est la patiente, il y a des distances à mettre et cetera. mmh C'est vrai qu'en fait, dans le mmh, fond, tu te dis: «Mais, c'est du théâtre». C'est ouais, c'est bon, c'est une façon de se protéger soi aussi, bien sûr, mais ouais, ça reste du théâtre et ouais, quelque mmh part, il vaut ouais, mieux être soi-même même dans le soin, de rester la même personne mmh et de pas essayer de jouer un personnage que nous ne sommes pas. Parce qu'effectivement, mmh en fait, on n'est que des humains et ouais, on apporte un service à d'autres humains, avec des responsabilités et cetera, bien sûr, hein, mais mmh c'est moi, ça me ouais, renvoie à un film que j'avais vu avec, Robin Williams, qui s'appelle Docteur Patch, ou en anglais, c'est, Patch Adams, qui est mmh l'histoire vraie d'un médecin, justement, qui a bossé en oncologie pédiatrique. OK, Et lui qui s'amusait à se déguiser en clown, à faire le clown avec les gosses et cetera et lui, la barrière, du coup, il en a rien à faire.
pour rester poli. Ouais. Il l'a fait sauter, voilà, en éclats et il s'en fichait et c'était même un médecin qui disait: «Mais en fait, nos patients, ça devient quelque part nos amis, on rentre beaucoup même dans leur intimité, dans ce qu'ils ont de plus précieux, leur santé. Ouais. Pourquoi on mettrait des barrières comme ça, entre eux et nous? Mmh. Ça va pas Ouais, c'est vrai. dégrader la qualité du soin, au contraire» et je trouve cette approche, assez énorme, vraiment Mmh. intéressante Ouais. et ça change tout pour un patient. Ça change Ouais, toute ouais. l'expérience de soin et même pour nous, c'est waouh! Donc je dirais que c'est ça Mmh. peut-être le cas qui m'a, dans d'une certaine façon marqué. Après bon, des cas cliniques marquants, j'en ai pas mal, mais Ouais. celui C'est celui qui qui ouais. m'a explosé la tronche, c'était celui-là, clairement. Mais c'est hyper intéressant et je pense que ça c'est même une belle façon de finir ce podcast vu que ça fait appel aussi à l'attitude du thérapeute et après, beh, on peut faire la boucle avec, bah, tout ce qui est alliance thérapeutique par rapport au patient qui fait que c'est quand même assez important, on le sait aujourd'hui, Tout à fait. d'avoir ce bon rapport avec le patient, d'avoir ce truc, ce feeling pour qu'un soin se passe bien et que c'est avant tout ça, enfin moi j'en suis convaincu que c'est ce feeling, patient-thérapeute. Tu peux faire le meilleur traitement que tu veux. Si le courant passe pas d'une part ou d'un autre, pour moi, enfin, je vois pas comment ça peut vraiment fonctionner ou alors c'est vraiment, la guérison naturelle est incroyable Mmh. et voilà. Enfin, de toute façon, elle l'est, mais voilà, pour moi, c'est vraiment un truc, capital et les patients avec qui ça arrive, ah, je sens un peu moins de feeling, bah, je sais qu'avec ces patients-là, je vais avoir plus de mal, Mmh. à peut-être les aider, parce qu'on reste humain et qu'on peut pas, je pense, avoir un feeling avec tous les patients, Bien sûr. incroyable et c'est OK, mais il faut l'accepter, mais ça, c'est Mmh. vraiment quelque chose qui, au C'est pas plus plus facile. j'avance dans les années ouais, franchement, au plus j'avance dans les années en étant kiné, au plus c'est un truc qui me marque, à quel point le rapport au patient est hyper important, et ouais, enfin donc voilà. Peut-être que la seule profession, de soins où la relation thérapeutique n'est pas trop importante, c'est peut-être médecin légiste. C'est vrai. Pour le coup, j'avoue Là, que c'est quoique, bon, on ne sait voilà, pas. c'est C'est vrai que pour le bon, c'est coup, dans une dimension spirituelle, mais voilà, a priori, le légiste, voilà, c'est n'a pas trop t'échanges besoin, pas trop, quoi. mais je pense qu'effectivement, Non, même pour un chirurgien, hein, c'est vrai que pour un patient d'être, en confiance avec le chirurgien et cetera, donc avec une relation thérapeutique solide, qui sera différent d'une mmh, relation de kiné. C'est pas les mêmes métiers, donc c'est pas pareil. Mais ouais, c'est important parce que, bah, on donne quand même son corps, hein, à l'homme ou à la femme qui va manier un bistouri, qui va nous ouvrir. C'est mieux d'être en confiance, je pense ouais. Ah non, et clairement. et tu vois, ça me rappelle une étude intéressante, promis, j'en parle rapidement. Tu avais, Non, vas-y, vas-y. 4 groupes de patients. Ouais. Donc il y avait un groupe, bonne relation thérapeutique avec des électrodes, c'était pour un mal de dos, OK et Mmh. ultrasons. Un groupe, OK. bonne relation thérapeutique avec des électrodes et des ultrasons, mais placebo, donc c'est-à-dire qui n'étaient pas branchés. Et Ouais. les 2 autres groupes, bah, c'était pareil, mais avec, mauvaise relation thérapeutique. Et OK. ce qu'on remarquait, c'est que une bonne relation thérapeutique avec des traitements placebo fonctionnait mieux en termes de résultats sur la douleur que, le vrai traitement, donc qui fonctionnait, mais avec une mauvaise relation thérapeutique. Ah ouais, comme ça, OK. Et entre les groupes, bonnes relations thérapeutiques, entre le placebo et le vrai traitement, il y avait une différence? De mémoire, il y avait une petite différence, Ouais, mais OK. vraiment petite. Par Ouais, contre, bon, avec les OK. groupes mauvaises relations thérapeutiques, la différence était assez importante et ça, c'était assez Ah, c'est rigolo. fou. Ouais, Waouh! Ah bah, tu vois, c'est c'est pas encore, étonnant du tout. C'est pas ouais, étonnant. c'est ça. In fine, c'est pas étonnant. C'est ce qui explique pourquoi, des moyens qui aujourd'hui on juge, Bien même les sûr. ultrasons et cetera, qu'on dit: «Ah beh, pourquoi tu utilises ça? Ça c'est montré dans la littérature que ça fonctionne pas». Personnellement, j'en utilise pas, mais bah, en fait, Mais ça peut fonctionner je sais pas si tu avais sur un vu ce truc, malentendu. tu sais, le l'arnaqueur de Tinder? J'en ai entendu parler, mais j'ai pas Ouais, vu. c'est en gros, c'est un mec qui prétendait être très fortuné et qui, en fait, soutirait de l'argent à ses conquêtes. Parce qu'il OK. inventait des situations où il était, mal barré, qu'il y a des gens qui lui en voulaient et cetera et bon et dans Ouais, l'idée, c'est que, moi, aujourd'hui, je te demande 10 000 €. S'il te plaît, Augustin, file-moi 10 000 €. Je ah ça OK. m'étonnerait que tu me les donnes. Enfin, tu me Ouais, dis, hein, si jamais je t'envoie mon RIB. ouais, ouais, Heu, mais lui, dans l'idée, c'est qu'il arrivait justement à instaurer, bah, un climat de séduction et un climat de confiance
et que ces Mmh. personnes, ces proies, hein, on peut dire ça comme ça, les victimes de ce salaud, Ouais. étaient dans un climat complètement de confiance et en fait donnaient 10 000 € à un mec qu'elle connaissait depuis 2 semaines, quoi. Et Pouah. ça, c'est très fort. C'est de la manipulation mentale énorme, mais quelque Mmh. part, quand on est kiné, on en fait un petit peu dans un la manipulation mentale est pas forcément quelque chose de mauvais. Là, c'est vraiment Ouais. pour le bien des gens, donc c'est OK, Mmh. pour les aider. C'est pas la même manipulation, hein, c'est vraiment honnête, dans l'intérêt de l'autre et cetera. C'est très différent, hein, bien sûr, du gars de Tinder, mais c'est un peu le même procédé où on va mettre en confiance Mmh. et ce que tu me disais au début, tu sais, une personne qui après dans ton cabinet, bah, c'est que tu as déjà réussi à instaurer ce climat de confiance pour lui Ouais, permettre c'est vrai. de faire ça. Et là, Mmh. déjà, c'est très fort parce que la personne, voilà, va se sentir vraiment écoutée, va se sentir à l'aise, elle va être dans un bon cadre pour, Mmh. se prendre en charge et que du coup, bah, ça ne m'étonne pas que la relation thérapeutique soit hyper, hyper importante. Mmh. Ouais, bah, d'où l'importance aussi d'aller se former dans tout ce qui est, facteurs Ouais, psychologiques et cetera. Donc ouais, non, OK. Bah, écoute, je pense que j'ai assez pris de ton temps pour aujourd'hui. En tout cas, voilà, je voulais te remercier, bah, en mon nom, mais aussi au nom de toute l'équipe Full Physio, bah, d'être venu, sur le podcast. merci encore à vous. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi et comme je disais au début du podcast où c'était pas filmé, c'est chouette aussi de se rencontrer, allez, on se parle sur les réseaux, mais c'est chouette aussi de se voir et d'échanger vraiment en direct et pas que par message Bien interposé. sûr. C'est toujours hyper enrichissant et donc voilà, vraiment merci, et surtout bonne chance pour, ta nouvelle orientation Ouais, c'est pro. gentil. J'espère que Ouais. tu vas nous faire plein de contenu maintenant sur, je sais pas, sur, l'onco et cetera. Ça pourrait être hyper intéressant. C'est quelque chose Ah, qu'on avec voit plaisir. pas beaucoup et je pense, ça pourrait vraiment être hyper enrichissant. Ouais, j'espère que Donc mon employeur sera, content de ce que je propose et voilà, je vais bah, d'office. m'investir à fond D'office. La et star du service. oh, je veux pas être cela. Je veux juste bien faire Ouais, mon boulot, c'est ça qui m'intéresse. je me doute. Ouais, Mais je me bien doute. sûr, oui, bah, oui, je partagerai du contenu en onco, carrément parce que c'est quand même une spécialité, au final peu connue, de la kinésithérapie. C'est vrai que quand Ouais. j'annonçais ça à mes patients en cabinet, ils me disaient: «Ah bon, mais ça fait quoi un kiné, en cancérologie?» Et bah, ça Mmh. fait Ouais, plein de ouais. choses et bien sûr, je partagerai, tout ça, avec vous autres, sur les réseaux, pour Trop bien. pour mettre en avant ça. Trop chouette. Bah, écoute, je te souhaite une bonne journée sinon et Merci, à toi aussi puis à Augustin. très, très et puis à très, très vite. Ça marche. Salut, ciao, ciao. Ciao. Ah, et avant que tu partes, voilà un petit message simplement, beh, pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter, ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail et donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si, on peut vous demander encore une chose, c'est simplement de nous mettre, peut-être 5 étoiles, sur Spotify, ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui, quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc., la moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas voilà, de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Voilà, je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao ciao.